Le 15 juillet 2020, l'une des plus grandes plateformes de communication au monde a été mise à genoux. Et le plus fou dans toute cette histoire, ce n'était pas l'œuvre d'une agence de renseignement ou d'un puissant groupe de hackers. Non, c'était l'histoire de quelques ados, d'un simple téléphone et de l'une des failles de sécurité les plus spectaculaires de l'histoire d'Internet. Imaginez un peu la scène. D'un seul coup, les fils d'actualité du monde entier sont inondés par un seul et même message frauduleux. Et il ne vient pas de n'importe où, mais des comptes les plus fiables de la planète. La question que tout le monde se pose alors est simple. Que se passe-t-il ? La liste des victimes donne le vertige. On ne parle pas de n'importe qui là. Des anciens présidents des États-Unis, les plus grands patrons de la tech, des entreprises qui pèsent des milliards, des icônes de la culture. Tous, au même moment, perdent le contrôle de leur propre voix. L'échelle de l'attaque est tout simplement sans précédent. Alors, la grande question, c'est qui ? Qui a les moyens et la sophistication pour orchestrer une opération pareille ? La réponse, c'est peut-être le détail le plus choquant de toute cette affaire. Allons voir qui se cache vraiment derrière ce chaos mondial. Eh bien les voilà, le cerveau de toute l'opération, Graham Yvonne Clark, tenez-vous bien, n'avait que 17 ans et il gérait tout depuis sa chambre en Floride. Avec lui 2 complices à peine plus âgés. Ce n'était pas un commando de hackers d'État, non, mais un trio issu d'une sous-culture très spécifique d'Internet. En fait, ces jeunes se sont rencontrés dans un monde un peu souterrain, un marché noir en ligne où s'échangent des noms d'utilisateurs très courts et très recherchés. On les appelle les comptes OG. Des pseudos comme @dark ou @sweep peuvent se vendre des milliers de dollars. C'est là-dedans qu'ils ont appris à manipuler les systèmes. Alors, comment ont-ils réussi un coup pareil ? Avec un code ultra complexe, un logiciel malveillant hyper sophistiqué ? Pas du tout. Leur arme principale était bien plus simple et bien plus humaine. La technique qu'ils ont utilisée s'appelle le vishing. En gros, c'est du hameçonnage, du phishing, mais par la voix, au téléphone. C'est tout un art de la manipulation psychologique, une conversation bien rodée pour exploiter la confiance humaine, pas une faille informatique. Et leur stratagème était d'une simplicité déconcertante. Ils ont appelé des employés de Twitter en se faisant passer pour le support technique. Ils ont profité du contexte de la pandémie, tout le monde était en télétravail, alors un appel pour un soi-disant problème de VPN, ça semblait parfaitement crédible. Et quelques employés, bien sûr, ont mordu à l'hameçon. Et avec les identifiants de ces employés, ils ont mis la main sur le Graal, un panneau d'administration interne que les employés de Twitter surnommaient le God Mode, le mode Dieu. Et le nom dit tout. Cet outil leur donnait un contrôle quasi divin. Ils pouvaient réinitialiser n'importe quel mot de passe et prendre le contrôle absolu de n'importe quel compte sur la plateforme. Maintenant qu'ils ont ce pouvoir absolu, ils passent à l'étape suivante. Ce qui n'était au départ qu'une petite combine pour revendre des noms d'utilisateurs va se transformer en une arnaque mondiale, en direct, sous les yeux de millions de personnes. Et là, tout s'accélère à une vitesse folle. En quelques heures, ils passent de la revente de petits comptes à la prise de contrôle des plus grands noms de la planète. La situation devient tellement chaotique que Twitter est obligé de prendre une décision radicale jamais vue auparavant. Empêcher tous ses utilisateurs certifiés de tweeter pour tenter de stopper l'hémorragie. Et voilà le fameux message. Le message qui est apparu sur les comptes de Barack Obama, de Bill Gates, d'Elon Musk. C'est une arnaque vue et revue. Mais imaginez sa crédibilité quand elle vient de ces comptes-là. Des milliers de personnes y ont cru. Le butin final de cette opération d'envergure planétaire, environ 120 000 $. C'est une somme qui peut paraître faible vu le chaos provoqué, mais c'est surtout assez pour laisser une trace numérique indélébile. Mais en réalité, le vrai coût, il n'est pas là. Les 120 000 $, c'est presque anecdotique. Le vrai problème, c'est la réputation de Twitter, qui en a pris un coup énorme, son action en bourse qui a chuté, et surtout, l'affaire a attiré l'attention du Congrès américain. On a commencé à se poser des questions de sécurité nationale. On pourrait se dire qu'ils ont commis le crime parfait. Mais alors, comment une opération aussi audacieuse a pu être démantelée aussi vite ? Ironiquement, c'est l'outil qu'ils pensaient être leur meilleur allié pour rester anonyme qui a causé leur perte. C'est là que ça devient fascinant. Beaucoup de gens pensent que le Bitcoin est une monnaie totalement anonyme. En réalité, c'est un mythe. Chaque transaction est inscrite pour toujours dans un grand livre de compte public qu'on appelle la blockchain. C'est pseudonyme, oui, mais certainement pas anonyme. Et c'est ça, leur erreur fatale. Le FBI n'a eu qu'à suivre la piste de l'argent. Ce fil d'Ariane numérique les a menés tout droit à des plateformes d'échange où, pour pouvoir retirer leur argent, les pirates avaient dû fournir une pièce d'identité. La piste était toute tracée. Et vous savez combien de temps il a fallu au FBI pour arrêter le cerveau de 17 ans chez lui en Floride ? 3 petites semaines. Évidemment, pour ce coup d'éclat, les conséquences ont été très lourdes. Malgré leur jeune âge, ils ont tous été condamnés à de la prison ferme. Un rappel assez brutal que les crimes commis derrière un écran ont des conséquences bien réelles.
Alors, au-delà de l'anecdote, de ces ados et du Bitcoin, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? La leçon la plus importante, finalement, elle ne concerne pas tant la technologie que la nature humaine. Il y a plusieurs leçons à tirer ici. Premièrement, le Bitcoin n'est pas du tout un bon outil pour les criminels qui cherchent l'anonymat. Deuxièmement, les entreprises doivent limiter les accès de leurs employés au strict minimum. Mais la leçon cruciale, la voilà. Ce piratage, ce n'était pas une faille technologique, c'était une faille humaine. C'était une attaque psychologique qui a exploité notre tendance naturelle à faire confiance. Au final, tout se résume à cette phrase, qui est juste parfaite. Pas de code secret, pas d'opération d'espionnage digne d'un film, non. Juste un adolescent, un téléphone et une histoire juste assez crédible pour tromper un être humain. Ce qui nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse. Dans ce monde de plus en plus technologique, de plus en plus sécurisé, est-ce qu'on n'aurait pas oublié que la faille la plus vieille, la plus persistante et la plus dure à corriger, c'est peut-être simplement nous,